j'ai tellement de trucs à monter que je crois que j'aurai que le temps quand je serai à la retraite. Tu fais quand même du montage en vacances? Peu, parce qu'au final, t'es au bord de la piscine, il y a des monstres reflets sur l'écran, c'est pas pratique. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de MB Podcast. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Meuget, fondateur de Ben Weasel Films. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va très bien. J'ai moi-même filmé un petit podcast ce matin, là, je m'y mets, donc de l'autre côté de la C'est ta caméra. journée tournage aujourd'hui, c'est ça? Ça fait un peu bizarre d'être devant la caméra pour une fois. Ah, magnifique. D'habitude, t'es derrière, c'est ça? Exactement. Ok. T'es actif sur Genève, essentiellement, et t'as fondé une boîte de production vidéo. Avant de parler de la boîte, quel est ton parcours? D'où tu viens finalement? Voilà, donc grosso modo, la vidéo a toujours été une passion que j'ai développée au fil des années. Ça a commencé durant les études. Je me rappelle que j'étais au collège à De Saussure, pour ceux qui connaissent, au Petit Lancy. Et puis, on devait, à la fin de chaque année, quand tu termines ta maturité scolaire, il y a un spectacle de maturité. Et avec un pote, on voulait faire une vidéo pour ce spectacle-là. L'after movie un peu. Exactement. Et puis donc, du coup, j'avais acheté une caméra d'occasion à un mec qu'on avait utilisé pendant le voyage de maturité qu'on avait fait vers Naples. Et puis, j'avais filmé tout le truc et tout ça. Et puis, moi, j'avais adoré cette expérience. Et puis, je pense que c'est de là que le virus de la vidéo m'a contaminé. Et puis après, j'ai toujours gardé cet intérêt. Donc, durant mes études, après le collège, donc, je suis allé à l'université de Genève. Okay. J'ai complètement foiré mes études d'ailleurs. Okay. Raison pour laquelle je me suis expatrié. Je suis allé aux États-Unis pour continuer mes études en relations internationales. Okay. Et puis là-bas aussi, j'avais pris ma caméra avec moi. Je filmais tout un peu mes vacances, mes déplacements, mon quotidien en fin de compte. Ouais. Et puis voilà, je pense que petit à petit, avec les années, je me suis rendu compte à quel point j'aimais capturer les moments de ma vie pour avoir un souvenir éternel, grosso modo, donner une vie éternelle à des souvenirs. Okay. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ensuite à filmer mes autres vacances, ensuite avec mon épouse actuelle et compagnie. Actuelle, pas que j'en ai eu d'autres, mais voilà, mon épouse. et voilà, comme quoi, je te dis, souvent je me dis, purée, j'ai tellement de trucs à monter que je crois que j'aurai que le temps quand je serai à la retraite de monter mes vacances, etc. Mais voilà, ça a vraiment commencé là-dedans. Je ne pensais pas du tout en faire mon métier, honnêtement. Okay. J'avais vraiment la mentalité suisse de choper un bon job en fonction de mes diplômes qui étaient donc relations internationales et puis sciences politiques. Ouais. Ça débouche sur quoi? L'ONU, tout ça? Exactement. Je cherchais à travailler à l'ONU, organisation internationale, à l'État, les choses comme ça. J'ai jamais vraiment réussi à faire ça. Okay. J'ai un peu galéré, même pas mal. Souvent été au chômage, des stages, des CDD. Donc vraiment, c'était assez pénible, quoi. Vraiment un long chemin sillonneux de professionnel. Okay. Et puis, jusqu'au jour où j'ai eu enfin un contrat un peu stable à l'université de Genève, où je suis resté près de 5 ans. Okay. Et juste avant finir ma 5e année, j'ai eu des soucis avec des managers. Ça s'est très mal passé. J'ai porté plainte contre des gens, etc. Et donc là, j'ai vraiment vu un peu un signe pour moi de me dire, voilà, il faut que je me lance maintenant. Ouais. C'est mon moment. Voilà, si ça foire, tant pis, je vais trouver quelque chose d'autre. Mais j'ai vraiment vu l'opportunité de saisir ma chance. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 37, 38. Okay. Donc encore relativement tard, j'ai envie de te dire, mais bon, voilà, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. Donc je suis vraiment content d'avoir... T'es heureux aujourd'hui? Ouais, c'est clair. Je suis en train de boucler ma 3e année là, d'activité. Et franchement, ça se passe tellement mieux que je pensais que ça allait se passer. Ouais, magnifique. Franchement, au début, je disais à ma femme, écoute, si jamais, est-ce que tu es d'accord de payer un peu les factures pendant 1 ou 2 ans? Parce que tu entends toujours les entrepreneurs dire, voilà, tu peux pas te verser de salaire avant un certain temps, etc. Et franchement, je touche du bois, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Okay. Et
Ouais, j'ai eu de la chance. T'es heureux par rapport à ça, quoi. Absolument. Magnifique. Et si on reprend quand t'es parti aux États-Unis, donc en fait, t'avais pas réussi du coup l'union en Suisse. Exact. Je suis même exclu de la faculté HEC à exclu. Genève. Ouais. Comment tu vas être exclu carrément? C'est si carrément, j'avais une moyenne en dessous de 3. Mais t'avais travaillé ou... Ouais, mais j'étais dans la pire faculté où en fait, je suis très nul en maths. Je suis allé en HEC. Et je crois que t'as fait ça. Non, moi j'ai pas fait HEC. Moi j'ai fait haute école de gestion et j'ai pas terminé. Mais laisse tomber. J'avais HEC, il y en avait trop, quoi. Il y en avait partout. Des stats, des choses. Et c'était donc j'ai raté ma première année HEC. J'ai voulu aller en sciences sociales, qui était dans la même faculté. Mais le fait que c'était dans la même faculté, ils voulaient pas. Oui, non, si, j'ai fait. J'ai fait 2 fois ma première année dans le même tronc commun. Raté 2 fois la première année dans 2 trucs différents, mais même échec définitif. Voilà. Tu peux même plus aller à Lausanne, en l'occurrence. Je m'étais renseigné. Ok. Du coup, il fallait que je trouve une solution. J'avais le basket dans ma vie à ce moment-là. Je voulais tenter ma chance aussi là-dedans. Je voulais apprendre l'anglais. Donc, je me suis dit, go, j'adorais les États-Unis, toute la culture et compagnie. Donc, je suis allé là-bas. T'es parti où? J'étais à Saint-Pétersbourg, en Floride. Ok. Donc, à travers un de ces programmes universitaires. Ouais, en fait, tu vas pour apprendre la langue. Et en fait, il y avait en fait donc, tu es avec des étrangers au début. Okay. Et après, tu as un espèce de passerelle pour aller faire les études avec les Américains. Okay. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est un mythe, ces unis américaines des films, ou bien c'est vraiment comme ça que ça se passe? Alors moi, non, c'est vraiment comme ça. Mais moi, c'était dans une plus petite mesure parce que c'était un petit collège qui s'appelle Eckerd College, où il y avait genre 2 ou 3 000 étudiants. Okay. Qui est beaucoup plus petit que les immenses universités qu'on voit plus dans les films. Foot américain, c'est comme ça. On a 10, 20 000 étudiants. Mais voilà, il y avait l'avantage d'avoir un peu un esprit un peu plus familial où tout le monde un peu se connaissait de vue. Et ça, c'était assez sympa, ouais. Puis l'école américaine, il y a une grosse différence avec l'école en Suisse. Alors, l'apprentissage américain, finalement. Comme je dis toujours, alors moi, je parle de l'université parce que c'est ce que j'ai connu. En Suisse, c'est très facile de rentrer à l'université, mais c'est très dur d'en sortir diplômé. Okay. Alors que les États-Unis, c'est l'inverse. C'est méga dur de rentrer. C'est dur d'y rentrer parce que ça coûte cher et puis il faut faire des tests, il faut avoir certaines notes. Mais une fois que tu es dedans, franchement, tu es quasiment assuré d'être diplômé. En fait, tu as payé ton uni, quoi. C'est ça. L'éducation aux États-Unis, c'est surtout un business. Okay, wow. Et ils n'ont pas vraiment intérêt à te faire à t'exclure ou bien voilà. Ça coûte tellement cher. Donc exactement. Écoute, celle où j'étais, honnêtement, c'était 24 000 francs, 24 000 $ l'année. Donc je peux te dire que je remercie encore ma mère, d'ailleurs. Elle m'a pas encore présenté la facture officielle, d'ailleurs. Mais elle te dira quand la boîte, elle l'aura générée. Peut-être. Mais ouais, c'est une folie. Et à mon avis, c'est une grosse explication de pourquoi c'est, à mon avis, si facile de réussir ses études aux États-Unis, quoi. Mais très, très cher. Et du coup, t'as jamais voulu rester aux US? J'ai jamais voulu rester. Alors, j'ai fait une autre expérience plus tard où j'ai fait un stage de 6 mois au consulat suisse à New York. Ok. Mais voilà, j'étais content de vivre à New York un certain temps, mais ça m'a confirmé que vivre aux États-Unis, c'était pas un truc que je voulais sur le long terme. Okay, ouais. La société est quand même vraiment différente. Et puis, c'était dans quelles années, du coup? C'était entre 2004 et j'ai commencé mes études en 2004 jusqu'à 2007. Okay. Après, retour en Suisse pendant un moment, et puis stage à New York entre 2010 et 2011. Donc, ça a le crisé aux États-Unis. Voilà, exactement, aussi. Ouais. Et d'autre part, il y a des choses de la vie quotidienne qui sont extrêmement dérangeantes. Okay. Par exemple, en Floride, sans voiture, tu n'es rien. Tu peux rien faire. Si tu dois faire toujours 20 minutes de voiture pour aller faire tes courses ou où que ce soit, ça, c'est extrêmement pénible. Ouais. Et ouais, donc j'ai repéré des choses comme ça de la vie quotidienne qui faisaient que pour moi, je ne pourrais pas vivre indéfiniment aux États-Unis. Ok. Et du coup, tu es rentré? Et là, je cherchais un job, j'imagine? Du coup, après mon bachelor en relations internationales, je suis rentré. Je pensais trouver facilement. Okay. Pas du tout. J'ai trouvé des stages. J'ai fait des stages, des CDD. J'ai bossé 1 an chez BNP Paribas grâce à un pote qui m'avait un peu pistonné pour reprendre son stage. Et puis là, c'était en plein la crise des subprimes en 2008. Ouais.
Je me rappelle de ma collègue qui était dit ah mais c'est incroyable, le dollar en dessous d'un franc, ça s'est jamais vu. Pour moi c'était des chiffres, donc j'étais nul en maths, donc ça me faisait ni chaud ni froid. Mais voilà, donc voilà, banque, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon, je vois que c'est pas pour moi, il faut que je vais reprendre mes études, et j'ai fait un master en sciences politiques à Lausanne cette fois-ci. Et puis après, pareil, je pensais trouver facilement, mais même avec un master, après des stages, des machins, j'ai fini par rentrer dans un parti politique suisse pour essayer d'être un peu pistonné, tu vois. Alors oui, j'ai eu quelques entretiens pistonnés, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Comme quoi les politiciens ont de l'intégrité quand même. Et puis, donc j'ai fini par travailler un petit peu pour ce parti politique pendant 1 an et demi. Après, de nouveau, retour au chômage. Et puis, par miracle, à la fin de ma dernière session de chômage, j'ai trouvé ce job à l'université, dans la formation continue. Ok, magnifique. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans la faculté qui m'avait exclu, donc HEC, qui s'appelle maintenant GSM, Geneva School of Economics and Management. Voilà. Magnifique. Retour au bercail. Retour au bercail. Et du coup, après, donc cette expérience se termine, tu te dis... Il faut que je lance... j'ai envie de lancer dans la vidéo. Exactement. Je vois, alors, toujours ce même ami qui se reconnaîtra assez facilement, que tu vois qui c'est, très bien. Ça faisait 10 ans qu'il me disait, alors, quand est-ce que tu te mets à ton compte? Quand est-ce que tu deviens indépendant, etc. Et moi, je dis, mais laisse-moi tranquille, je sais pas, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat. C'est un ami d'enfance, hein, c'est ça? Ouais, du collège, ouais. Okay. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Okay. Donc, il a eu une bonne et une mauvaise influence sur moi quand typiquement il m'a proposé d'aller en HEC avec lui. Donc ça, c'était pas une très très bonne idée. Ah, tu l'as suivi, c'est ça? Exactement. Ça, quand on saura tout. Exactement. Ouais, il a fondé une grosse boîte de construction sur Genève, pour information. Exactement. Et puis, donc voilà, là, c'est vrai qu'il m'a bien aidé à me mettre le pied à l'étrier. Ok. En me donnant des conseils tout d'abord, et puis après de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des vidéos pour la société, pour sa société. Okay. Et raison pour laquelle j'ai réussi comme petit à petit à me faire un peu connaître dans le milieu immobilier pour la vidéo. Ouais. Donc plutôt d'abord sur Genève. Ça, c'était ton premier mandat en fait. Absolument, ouais, tout à fait. Donc j'ai toujours ce gros client que je remercie et avec qui je continue à faire pas mal de vidéos. Mm-hmm. Donc, raison pour laquelle je me suis surtout spécialisé dans la vidéo immobilière. Ok. Et puis du coup, comment on passe de vidéaste privé, vacances, à vidéaste professionnel? Parce qu'en fait, c'est les mêmes outils, mais tu as un brief, tu as un angle différent. C'est quoi le switch que tu fais en fait? Alors, bonne question. Moi, j'ai toujours été passionné de YouTube. Je me disais toujours, mon Dieu, le job de rêve, ce serait de bosser pour YouTube et regarder des vidéos toute la journée. Même pas YouTubeur, juste regarder des vidéos. Derrière. Exactement. Et en fait, aux États-Unis, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est cool quand tu étudies aux États-Unis, c'est qu'ils ont l'esprit plus ouvert dans le sens où ils vont te permettre d'étudier des trucs qui n'ont rien à voir avec ton major, comme on l'appelle. La branche principale. Donc, mon major, c'était relations internationales, mais j'avais pu prendre notamment des cours en documentary filmmaking. Donc, on apprenait à faire des documentaires. Et un autre, intro to filmmaking, avec un réalisateur qui s'appelait Ron Satloff, qui est décédé maintenant, mais qui avait réalisé des épisodes de l'agence Touriste, qui est des grosses séries américaines des années 80. Ouais. Donc ça m'avait... C'est là que voilà, j'ai commencé à vraiment avoir des connaissances un peu professionnelles du métier. Mm-hmm. Et puis c'est surtout là que j'ai commencé le montage, parce que ça, c'est vraiment... autant tu peux apprendre de vidéos à comment filmer, tu regardes un peu les mouvements que tu dois faire, etc. Ça, c'est faisable. Par contre, le montage, ça, c'est un gros truc, quoi. Ouais. Donc, c'est surtout là que j'ai commencé le montage et ça m'a beaucoup aidé par la suite. Ok. Mais c'est la seule formation vraiment que j'ai eue au final. Que tu as eu de montage. Absolument, Mais après, c'est vraiment sur l'expérience que tu t'es amélioré, créé des nouveaux trucs. Absolument. Il n'y a rien de tel que de pratiquer. Mm-hmm. Donc, j'ai beaucoup été influencé par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. J'essayais un peu d'analyser dans ma tête comment est-ce qu'il filmait ci, comment est-ce qu'il filmait ça. Okay. Et en fin de compte, après, manier une caméra,
c'est pas si difficile. C'est plus après la technique de montage. Ok. Là, j'ai eu ces 3 dernières années, pardon, j'ai eu une énorme progression là-dedans. Ouais. Et ça aussi, je dois aussi pas mal à mon pote qui m'a pas mal poussé dans mes retranchements par rapport à ça. Parce que comme il le dit, quand on te propose de faire un truc, tu dis oui, puis tu réfléchis ensuite comment on le fait, quoi. C'est juste. Et ça marche pas mal dans le monde professionnel, je dois dire. Ouais. Mais du coup, là, comment ça fonctionnait? Tu le suivais au quotidien pour avoir du contenu Alors, lui, typiquement, il avait commencé à faire du personal branding, effectivement. Donc, il y a effectivement des jours où je le suivais dans son quotidien. C'était vraiment, voilà, disons, une journée au bureau, une journée sur les chantiers, des choses comme ça. Ouais. Donc, on a fait pas mal de vidéos comme ça ensemble. Et puis, voilà, de fil en aiguille, après, on a commencé un peu à tester des vidéos plus podcast pour Instagram, Ouais. chez lui ou dans son bureau, par exemple. Et puis, c'est là qu'est venue ma deuxième un peu spécialité, donc le personal branding, c'est-à-dire donc créer des vidéos, comme on est en train de faire en ce moment. Créer un long format qu'on va ensuite débiter en plusieurs petits morceaux. Ouais. Ou alors, carrément, préparer des scripts sur prompteur qu'on va lire sur le prompteur et puis ensuite disséquer en fonction du sujet. Ouais. Et c'est là que vraiment j'ai compris que cette technique-là était très efficace parce que ça te fait gagner énormément de temps. Ouais, mais il faut quand même être prêt avec les scripts, les préparer, les réviser, etc. Ok. Wow. Et là, donc, c'est sa première année avec ce client-là. Voilà. Comment tu trouves les clients d'après? C'est toujours un peu compliqué. Alors, grâce à cette exposition, grâce à cette visibilité que sa société me donnait, effectivement, sur LinkedIn, ça a bien marché pour moi. Ok. Parce qu'ils étaient d'accord de noter mon nom en bas des descriptions des vidéos, donc ça, c'était cool. Effectivement, c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu quelques autres clients dans l'immobilier. Ouais. Mais aussi, c'est vrai qu'avant cela, un truc que j'ai trouvé utile, c'était de faire quelques mandats gratuits. Ouais. Typiquement, j'avais fait une vidéo pour un chocolatier à Lézin. Ok. Un Espagnol qui faisait du chocolat suisse, très, très bon, avec du lait de brebis. Et j'avais montré cette vidéo-là sur Facebook en disant à tout mon réseau que voilà, je me lançais dans la vidéo, etc. Et cette vidéo avait bien plu. Okay. Et c'est là que mon pote il m'a dit ah ouais, on verra ce qu'on peut faire ensemble, etc. Ouais. Il y a un autre mec qui était président d'un club de basket qui m'a donné 1 ou 2 mandats comme ça. Okay. Et puis, j'ai trouvé quand même utile, effectivement, de faire 2-3 trucs, parce qu'il faut te créer un portfolio. Que ce soit pour de la exactement. Ouais. Que ce soit pour de la vidéo ou que ce soit plombier, et quelques exemples à montrer, que ce soit en photo, en vidéo ou que sais-je. Il faut pouvoir avoir un track record derrière toi, de manière à ce que les gens, exactement, aient confiance en toi. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, t'en fais toujours des vidéos gratuites comme ça? Alors, oui et non. Typiquement, ce matin, j'en ai fait une. Okay. Mais pourquoi? Parce que je veux me lancer un peu aussi dans le style podcast. Okay. Et ça me permet de me faire connaître dans les réseaux des gens que j'interviewe. Okay. Ce matin, j'ai interviewé un mec très sympa qui est un peu un espèce de coach qui se sert de la montagne comme bureau pour ses clients. Excellente discussion. Et typiquement, là, mon but, c'est de me faire connaître dans son réseau. Ouais. Et c'est un mec qui a 30 000 abonnés sur LinkedIn, donc c'est pas rien. Okay. Donc ça m'intéresse. Et puis en même temps, j'ai une conversation avec un mec intéressant qui est sympa. Ouais. Et puis, du coup, je lui fais un peu de contenu gratuit. Ouais, c'est un échange win-win, en fait. Mais je pense qu'il faut travailler gratuitement. Il faut le faire vraiment avec parcimonie et surtout au début. Ouais. Pour te faire un portfolio, pour te faire un réseau. Mais pas rester emprisonné là-dedans et parce que après tu perds un peu le respect des gens, je pense. Ouais. C'est pas très bon et tu perds aussi ton estime de ton travail à toi. Ouais, c'est clair, ouais. Mais voilà, typiquement un autre exemple que j'avais fait une vidéo gratuite pour ma commune où j'habite. Au début, j'avais l'impression qu'ils se fichaient, enfin ils n'en avaient pas, voilà, ça les intéressait pas spécialement. Ils l'ont utilisé mais sans plus. Ouais. Et par contre, 2 ans après, j'ai eu 3 mandats avec. Okay. Donc, je pense que ça a joué quand même. Ouais, c'est vraiment ce truc de... Tu plantes des graines au début à gauche à droite. Exactement. Puis après, t'attends, et c'est le temps finalement qui fait que...
Voilà, mais je pense que c'est bien de tenter plusieurs approches, ajouter des gens sur LinkedIn, leur parler sur LinkedIn, proposer des trucs gratuits à gauche, à droite. Pourquoi pas, ou mieux que gratuit, tu peux proposer de travailler pour quelqu'un, encore une fois, que ce soit de la vidéo ou autre chose. Tu peux proposer un travail, et puis après, si ça leur plaît, ils peuvent l'acheter, ils peuvent acheter le bien en question. Ok, mais au moins, il y a une valeur qui a été mise sur le produit final. Tout à fait. Ok, je comprends. Et puis là, aujourd'hui, tu es tout seul ? Je suis tout seul. Est-ce que tu envisages peut-être par la suite d'engager ou tu vois la boîte grandir dans ce côté-là ? Alors clairement, mon objectif, c'est de grandir et de pas rester seul toute ma vie. En l'occurrence, c'est pas vrai. Je viens de trouver un mec qui commence à m'aider petit à petit. Okay. Simplement, pour des raisons légales, je peux pas le prendre comme stagiaire parce que j'ai appris grâce à ma femme qui est juriste au prud'homme, en l'occurrence. Ça aide, hein, du coup. Ça avertit surtout. Tu peux pas avoir un stagiaire si c'est pas dans le cadre des études. Donc il faut que ce soit un contrat tripartite avec une école. Okay. Donc toutes les boîtes. Donc là, je peux parler à tout le monde. Les boîtes qui engagent des stagiaires, quelqu'un qui n'est pas dans une école, c'est pas légal, quoi. Du coup, le stagiaire en question peut potentiellement se retourner contre cet employeur et lui dire, en fait, non, je suis pas un stagiaire, je suis un employé, tu m'as pas payé correctement. Je savais pas, alors. Du coup, j'emploie cette personne en tant qu'indépendant, donc je lui délègue des tâches pour typiquement créer du B-roll pour moi, donc venir me filmer moi en train de filmer quelque chose. Ouais. Et puis on va faire plein de choses ensemble. Ouais. Donc je commence tout gentiment, mais j'en suis pas encore au stade de pouvoir engager quelqu'un malheureusement. Ok, mais ça c'est fou. Du coup, mais par exemple, une journée découverte, on dit je vais faire un stage de 2-3 jours, c'est pas légal. Mais si c'est un stage de découverte avec ton école... Non, sans l'école, par exemple, une personne au chômage. Ouais. Alors, bon, si c'est organisé avec le chômage, je pense que c'est organisé de manière légale, oui. Mais par contre, les contrats qui durent 6 mois, une année à l'ONU, dans les organisations, dans les entreprises, où là, tu es payé 3 francs 6 sous, là, non, il y a vraiment un problème. Il y a un problème de... Ok, je savais pas. Mais après, les entreprises et je pense que les organisations, ils le savent très bien. Mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent être régulés par l'État en question parce que il y a le truc de la diplomatie qui fait que. Mais il y a beaucoup de trucs illégaux qui se font dans les stages. Ouais. Ok. Wow. Si on revient du coup à la boîte, là tu te focuses sur donc l'immobilier. Là il y a le podcast, personal branding. Ouais. C'est quoi à peu près les parts aujourd'hui que tu as peut-être en Suisse romande ou de qui fait quoi ou quelle est ta grosse partie de clients Ouais. Alors, je dirais que 75% de mon activité, c'est de l'immobilier. Ah ouais, quand même. Et puis ensuite, personal branding, actuellement, c'est peut-être, 20%. Ok. Et puis, tu vois, je suis nul en maths, il me reste quoi, 5%. Le reste, ça va être un peu de tout. Ok. Et là, mon grand progrès en 2025, c'est d'avoir un peu, justement, diversifié mes activités. Ouais. Typiquement, je viens de terminer une série de vidéos pour le Crédit Agricole Next Bank, donc plus gros contrat que j'ai eu pour l'instant, donc hyper content. Ouais. J'ai fait une pub pour un hôtel de luxe, donc je commence à toucher un peu à tout. Je fais aussi un peu d'événementiel, mais ça c'est pas quelque chose que... Style mariage, comme ça. Ouais, je fais pas mal je fais des bar mitzvahs en l'occurrence. Voilà. Je commence à être connu dans le monde des bar mitzvahs à Genève. Ok. Mais c'est cool, hein, c'est des soirées incroyables. Après, l'événementiel, c'est pas quelque chose que je promeus parce que c'est pas ton core business, quoi. Ouais, non, exactement. Mais ça paye relativement bien et puis c'est assez sympa. Donc voilà, ma priorité vraiment c'est immobilier et puis personal branding. Okay. Parce que je sens qu'il y a cette envie des entrepreneurs de créer du contenu pour eux, de faire grossir leur visibilité. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas encore cette mentalité américaine et peut-être française où là ils sont beaucoup plus à l'aise j'allais dire frimer, mais oui, non, juste surtout de parler d'eux. Ouais. C'est vrai que, je sais pas, en Suisse, tu as l'impression que 9 personnes sur 10 ne sont pas à l'aise devant une caméra.
Ouais, je pense que c'était pas très loin en fait. Donc, il y a ce gros problème-là, un peu de timidité Ouais. et puis de pudeur helvétique, je dirais. Ok, ouais. Et du coup, là, bah, tu as lancé cette boîte, tu m'as dit que tu avais 38 ans. Ouais. Finalement, il n'y a pas trop d'âge hein, pour lancer une boîte, mais est-ce que tu penses que tu as eu plus de contraintes que quand tu avais 20 ans? Ah, c'est une bonne question. Plus de contraintes. Contraintes pas, mais risques, oui. Ok, Parce que, ben voilà, père de famille, on a une villa avec ma femme, voilà, je quittais mon job, c'était quand même un gros risque que je prenais, ouais, tu vois. Et dans ma tête, j'étais pas à 100% serein. Je me dis, ok. purée, est-ce que ça va, est-ce que Ça a ça va fonctionné, le quoi. faire ou pas, tu vois. Ouais, Et donc, mais bon, voilà, j'ai cette assurance en moi où je me dis que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je suis assez intelligent pour retomber sur mes pattes. ok. Si ça marche pas, c'est bon, je retrouverai quelque chose d'autre, Ouais. un job normal avec un salaire, tu vois. C'est quoi qui a fait penser justement à la banque? C'est ça, le fait de se dire, derrière, au cas où, je peux retrouver? Qu'est-ce qu'il y a fait, excuse-moi, quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment lancé? Ah. C'est ce côté de se dire que derrière, tu pouvais retrouver? Ou tu étais Euh, vraiment convaincu? Ou peut-être c'était ce gros client-là dans l'immobilier? Non, alors ce qui m'a convaincu, c'est que ma femme a un bon salaire. Ok, Donc je sais que voilà, elle pouvait assurer financièrement au cas où. ok. Donc ça, c'était la chose numéro un. Et puis effectivement, la deuxième chose, c'est de savoir que j'ai un bon CV, que je pouvais retrouver un job si vraiment j'avais besoin. Ok. Après, l'aide de ce client en particulier, c'était pas une garantie en soi, Ouais, bien sûr. mais c'était vraiment mettre le pied à l'étrier et Mhm. commencer quelque part. Ouais. Ok. Mais c'était plus, plus une question de risque, mais contrainte. Ouais, bon, c'est sûr qu'avoir un enfant, ben, ça aide pas dans l'entrepreneuriat parce que ça prend énormément de temps et d'énergie. Ouais. Donc Ça, je voulais savoir, t'es pas obligé d'en parler en privé, mais ouais. comment t'organises une vie de père de famille? Mhm. Moi, j'ai pas d'enfant. Je vois tout ce que je dois bosser pour Ouais. mes boîtes. Ouais. Mais en fait, je me dis, où je mets un enfant là-dedans? Ouais. Ben, c'est un peu mon gros problème Ah, ok, actuellement. d'accord. Je t'avoue que on dit souvent que quand tu es indépendant, tu bosses plus que quand tu es salarié. Ben, franchement, je le confirme, quoi. Ah ouais. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir l'impression vraiment de bosser parce que c'est quelque chose que j'aime. Mhm. Mais rares sont les jours où je ne vais pas bosser le soir tard pour faire du montage vidéo, même parfois, souvent les week-ends maintenant. Donc là, j'arrive à un moment où, là, je t'avoue, j'ai plein de montages en retard Ah ouais. parce que j'arrive pas à trouver le temps. Et il faut que je m'organise mieux, c'est clair, mais il faut aussi que je commence à déléguer, d'où la personne dont je te parlais Ouais. tout à l'heure. Et ça, c'est un réel problème. Ok. Alors, quand les gens disent ah, mais non, si tu trouves, si tu es bien organisé, tu trouveras le temps. Ouais, ben, vas-y, va faire du montage avec une fille de 5 ans qui te saute sur le dos pour te parler de Peppa Pig et compagnie, quoi, tu vois. Magnifique. Mais justement, ben, tu as ce truc de père de famille. Donc, je pense le matin, ben, tu dois l'arriver. Il y a peut-être l'école. Après, tu as ta journée de travail. Donc, tu es planifié par les tournages. Le soir, il faut aller la chercher. Ouais, ouais. Comment tu organises avec les clients? Alors avant, elle était à la crèche, donc j'avais tous les jours. Maintenant qu'elle est à l'école, c'est un peu plus dur parce qu'il y a le mercredi de congé. Heureusement, ma mère s'en occupe. Donc oui, j'ai quand même, j'ai quand même ma journée de libre Ok, ouais. pour bosser. Mhm. Donc bah, je planifie mes tournages pendant la journée Mhm. quand je sais que j'ai pas d'enfant. Et puis parfois le soir quand je sais que ma femme peut s'en occuper. Ok. Et puis le week-end pareil, quoi. Ouais. T'as pris des Et, vacances là sur les 3 dernières années? oui, non, je peux pas vivre sans vacances. Ok. Je suis comme toi, j'adore voyager, Ouais. donc non, c'est vraiment T'as nécessaire. senti une différence entre les vacances de salarié et d'entrepreneur? Ah ouais, absolument. Ah ouais. Ouais, Ok. clair, enfin, oui, clairement, parce que quand tu es indépendant, ben, tout ton chiffre d'affaires dépend de toi. Ah, on est d'accord. Donc, Hein. moi, je vais pas arrêter mon téléphone pendant une semaine, c'est infaisable, quoi. Donc, moi, je continue à répondre aux emails, à planifier des trucs. Mais est-ce que des c'est des vraies tournages. vacances du coup? Bah, c'est c'est des vacances de gens ambitieux Ok. qui ont envie de vivre de leur passion. Ouais. Bien sûr, c'est comme tout dans la vie, quoi. Il y a des contreparties, tu dois jongler avec les Tu choses. fais quand même du montage en vacances? Ouais.
peu parce qu'au final, T'es pas productif, en fait. t'es pas, t'es au bord de la piscine, il y a des monstres reflets sur l'écran, c'est pas pratique. En plus, là, je t'avoue, je viens de m'acheter un MacBook Pro, là, puis je crois que j'ai rayé l'écran avec un grain de sable, là, je suis trop énervé. Enfin, bref. Mais oui, j'en fais un petit peu quand c'est urgent, oui. Ok. Ouais, absolument. Mais surtout, rester présent sur tes emails et puis le téléphone, quoi. Ouais. C'est le minimum. Je pense que sans ça, tu prends des risques. Ouais, c'est compliqué de se dire je coupe l'email. Si tu pars en vacances, tu reviens, est-ce qu'on t'a oublié? Enfin, moi, j'ai toujours ce syndrome de est-ce qu'on m'a oublié? Est-ce que les gens pensent toujours à moi? C'est clair. Et ça, c'est horrible comme sensation. Mais j'aimerais parler d'un truc qui je trouve, on parle peu dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment être positif. Mm-hmm. Moi, je me suis toujours dit, voilà, j'ai un but, c'est vraiment d'être le vidéaste à Genève. Mm-hmm. Je me suis toujours dit, je veux qu'un jour, quand les gens veulent faire une vidéo, ils pensent Ben Weasel Film directement dans leur tête. Je veux que ce soit un automatisme. Et ça, c'est clairement mon but à moyen terme. Ouais. Et j'ai tellement ce but en tête que je pense que ça m'aide énormément à avancer et à attirer les gens vers moi. Ouais. Parce que quand tu es passionné par ce que tu fais et que tu restes positif, eh ben, vraiment, l'univers t'aide. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui viennent me demander des trucs. Je suis en train de faire des vidéos pour une chanteuse de zouk. Mec, j'ai jamais... aucun rapport avec moi. Donc, mais tu vois, typiquement, l'univers t'aide vraiment si tu y penses fort et que tu as confiance en toi. Ouais. Tu as senti vraiment On est toujours... quand tu es au pied du mur, tu arrives vraiment à trouver la solution. Ouais, je pense. Je crois qu'il y avait... Je crois que c'est un livre qui dit... où en Chine, quand ils faisaient une guerre, ils laissaient toujours un échappatoire pour faire croire qu'il y avait une possibilité de partir. Mm-hmm. Parce que l'énergie du désespoir était tellement forte qu'il y avait potentiellement la possibilité de perdre. Absolument, ouais. Et tu as senti ce truc des fois, tu as 0 mandat, et d'un coup, tu fais un truc, et tu as tous les mandats qui s'ouvrent. Bah non, j'ai eu la chance de ne pas être dans cette situation, donc j'ai pas eu de mur derrière moi pour l'instant. Okay. Vraiment, c'est comme si ça coulait de source, quoi. Et je suis le premier à en être étonné. Okay. Mais vraiment, pour l'instant, c'est très fluide. Et tu sens une concurrence. De toute façon, moi, quand j'ai lancé mon agence de marketing digital, on m'a toujours dit, mais il y a tellement d'agences sur le marché. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça, dit quelle est ta plus-value, voilà. quel est ton why. Il y a un mec qui me disait, quel est ton why? Qu'est-ce que ça va te foutre que je tourne un truc pour toi pour savoir ce que c'est mon why? C'est vrai, mais c'est vrai que quand tu es au début, ça te fait douter. Hein. Ah ouais, c'est terrible. Et le mec, il était dans une grosse société et tout. Je le salue s'il nous voit. T'es probablement connecté avec lui sur LinkedIn d'ailleurs. Magnifique. Mais ouais, ça m'a fait douter. Et effectivement, je voyais qu'il y avait d'autres vidéastes, j'en connaissais moi-même et tout ça. Et puis, je crois que j'ai laissé ça de côté. Je me suis concentré sur ce que j'étais en train de faire, sur essayer de choper des mandats à gauche, à droite. Et puis, les choses se sont mises en place. Okay. Donc, moi, j'ai presque envie de dire, il faut ignorer ces gens, il faut ignorer ce genre de doutes et foncer. Ouais. Et là, je pense souvent à un de mes idoles, Arnold Schwarzenegger, qui dit qu'il avait dit dans un talk, je ne sais plus où, que si tu avais un plan B, il disait you drift around and you end up nowhere. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu as un plan A, tu n'as que cette destination en tête et tu mets toutes tes chances dans le même panier et tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Ouais. Et après, encore une fois, si tu es assez intelligent, tu retomberas sur tes pattes et tu retrouveras autre chose. Ouais, c'est clair. Et quand tu vois le marché français de la vidéo et le marché suisse, parce que nous, en termes d'agence marketing, on voit que le marché suisse, il n'est pas du tout mature. Okay. En termes d'agence marketing, il y a tellement de boîtes. En fait, tu regardes tous les restaurants. Je pense qu'il y a un business à lancer, vraiment. On prend tous les restaurants en Suisse. Bien sûr. On leur propose un pack de réseaux sociaux, un pack de vidéos. Ouais. Package à peut-être 500 ou 1000 francs. Ouais. Je suis sûr qu'on prend une bonne partie du marché. J'avais exactement cette même réflexion. Parfait, on en discute en bref. C'est nickel. Oubliez le business, on s'en occupe. Non, mais je me disais, mais si je contacte toutes les pizzerias, toutes les... Je regardais combien il y avait de restaurants, ne serait-ce que dans la ville de canton de Genève où j'habite.
Je dis, mais c'est qu'une question de nombre. Il y a forcément une certaine portion qui va dire oui. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là. Mais le problème, c'est qu'à Genève, il y a énormément d'agences marketing. Ouais, mais qui coûte une blinde. Ouais, ça coûte une blinde, c'est vrai, on s'entend. Mais je pense qu'un restaurant qui a 1000 balles de budget, il veut 3 belles vidéos, des magnifiques pack shots de tous les plats. Ouais. Franchement, un package à 1000 francs. Et c'est exactement, et là, ça parfaite transition parce que justement, mon pote dont on parlait avant, il me parlait beaucoup d'une agence qui s'appelle Com à Paris, une grosse agence de vidéos. Oui. Et comment est-ce qu'ils ont fait? C'était le fondateur, Harold, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est son nom de famille. Ils ont lancé une offre sur LinkedIn où ils proposaient une vidéo à 1000 euros. Alors, il avait fait une vidéo un peu drôle où il se foutait à poil dans la rue et tout ça pour la promouvoir. On la fera pas ça. Mais ça a cartonné et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est avec un prix abordable. Et puis petit à petit, après, maintenant, ils font des pubs pour d'immenses marques et compagnie. Clair, pour les vaches de luxe, etc. Ok. Mais moi, je trouve vraiment en Suisse, le marché, il y a tellement de clients qui n'ont pas encore été servis, ou du moins qui pensent que ça coûte tellement cher que c'est inaccessible, alors que, comme tu dis, s'il faut sortir 15 tickets pour un tournage d'une vidéo de pizza, c'est mort, tu vois, oublie. Mais par contre, si on arrive avec des offres adaptées au marché, là, je pense que... Tout à fait, et je te rejoins. Tu connais certainement beaucoup mieux le marché que moi. Je n'ai pas fait vraiment d'études de marché ni quoi que ce soit, parce que je n'avais pas fini HEC, et c'est ce qu'on t'apprend à faire. Ouais, je te rassure. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, et puis il suffit de proposer une offre que l'autre ne peut pas refuser. Et c'est souvent ce dont on entend parler dans les formations sur Instagram, etc., où il faut absolument proposer une offre qui est irrefusable, etc. Ouais. Et je pense que c'est vrai. En fait, je pense que l'offre, elle doit... En Suisse, on aime bien payer le juste prix. Et on n'aime pas... Vraiment, tu trouves? Parce que le nombre de trucs qu'on paye trop cher... Ouais, mais ça, ils s'en rendent pas compte, les gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils se disent, OK, je paye 1000 francs, mais qu'est-ce que j'ai pour 1000 francs? Et une fois qu'ils sont convaincus avec ce qu'ils ont, et qu'on montre le travail qu'il y a derrière, derrière, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, je pense. Je trouve qu'il y a une difficulté par rapport à ça, c'est de faire comprendre aux gens que tu fais payer une valeur plutôt qu'un nombre d'heures de travail. Ouais, ok, je vois. Et là, c'est très dur de faire comprendre ça à certaines personnes. Je pense que les entreprises le comprennent mieux qu'un indépendant, ou un privé. Lui dire que tu lui fais... en l'occurrence, si c'est un privé, il va pas forcément obtenir un bénéfice de ça. Mais ouais, disons une petite PME, lui faire comprendre qu'avec ma vidéo qui va vous coûter peut-être 1500 francs, plus une campagne marketing à 500 francs, avec ces 2000 francs que vous allez dépenser, vous allez probablement en récolter 10 000 par la suite. Ouais. Et ça, c'est dur à faire comprendre, je trouve. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, là, tu as ces clients immobiliers. Ouais. Ça reste des grosses boîtes quand même. Ça reste des grosses bouilles, assez, ouais. Je pense. Est-ce que c'est plus dur de bosser pour toi avec des grosses boîtes où il y a limite un pool marketing qu'avec un indépendant? Pour toi, en tant que vidéaste? Ouais. Alors, il y a quelques jours, je t'aurais dit que j'avais l'impression, plus tu fais payer, moins il y a de modifications par la suite dans la vidéo. Ok. Pourquoi il y a quelques jours, du coup? Non, parce que typiquement, j'ai affaire à une grosse boîte où on a fait une vidéo, on a fait 8 versions. 8 versions? Ouais. Donc, quand tu fais 8 versions, c'est qu'il y a un truc dans la communication qui ne fonctionne pas. Donc là, ça, c'est un truc clairement à améliorer. Mais voilà, parallèlement à ça, tu as des indépendants, par exemple, à qui tu vas faire payer une vidéo pas très chère, je sais pas, 300 ou 500 balles, par exemple, qui là te demande, je sais pas, 1000 révisions. Et au bout d'un moment, tu dis, je suis désolé, mais pour ce prix-là, je peux pas non plus travailler ad vitam aeternam, tu vois. Ouais. Mais donc, non, il n'y a pas de règle, je dirais, je peux pas dire ça, non. Ok. Et puis tu mets des retouches, par exemple, moi je livre des sites internet, souvent les retouches, c'est le truc qui pose problème. Ouais. Chaque fois, il y a un petit truc qui a changé, etc. Comment tu gères, toi, les retouches des clients?
Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je me faisais un peu marcher sur les pieds au début, mais que petit à petit, on apprend à réguler. Ou pas, dans mon cas, vu que je viens de faire 8 versions pour une vidéo, typiquement. Mais je sans pense surcharge, que... c'est ça? Exactement. Ah ouais, en fait, sans surcharge. Quand c'est un client que tu veux pas perdre, Ah, tu as tendance à dire oui à tout. Tu vois. C'est clair. Mais c'est clair qu'idéalement, il faudrait être sérieux et faire un petit contrat en disant, voilà, pour tel prix, vous avez 2 vagues de modifications. Et puis après, si vous en voulez plus, c'est X francs en plus. T'as déjà fait des collabs avec d'autres producteurs vidéo? D'autres boîtes de prod? Alors, producteur vidéo, non. Mais là, pour le gros mandat que j'ai eu pour cette banque, j'ai collaboré avec un influenceur slash comédien français, hyper sympa, s'appelle Warren Lefebvre, qui, à mon avis, franchement, va devenir connu en tant que comédien. Et là, c'était super cool, mais collaborer avec d'autres... Voilà, oui, j'ai délégué des jobs à d'autres vidéastes quand je ne pouvais pas m'en charger. Oui. Mais vous étiez les deux sur le même projet et que vous devez bosser ensemble parce que, je sais pas, un aimait bien ton aspect de montage, l'autre aimait bien comment il tournait. Non, dans ce sens-là, non. Mais par contre, j'ai aidé sur des tournages où il y avait besoin de plusieurs personnes. Dans ce sens-là, oui. Magnifique. Aujourd'hui, on est le 15 juillet. Tu te vois où dans un an? Bonne question. 15 juillet, j'aurai bientôt fini ma 4e année d'activité. Je me vois en train de faire mon calcul et me dire que j'ai à nouveau doublé mon chiffre d'affaires. Ce serait cool, ça. Tu doubles toutes les années, ouais. Pendant 2 années, ça fait, là, j'ai doublé 2 années de suite mon chiffre d'affaires. Donc je suis hyper content. Je me verrai l'année prochaine avec beaucoup plus de clients dans le personal branding. Ce qui est vraiment mon but, parce que j'adore faire ça. J'adore parler aux gens comme toi et puis avoir des discussions intéressantes et m'intéresser à différents sujets. Et j'aimerais vraiment pousser les entrepreneurs, les indépendants à parler plus d'eux pour vendre mieux leurs produits ou leurs services. Parce que les gens achètent des choses à des gens et pas à des machines ou à des logos. Et c'est pour ça que je fais souvent un parallèle avec l'artisanat. Pourquoi est-ce qu'on achète, je sais pas moi, une tasse fait main plus chère que celle-ci? Parce qu'on sait que derrière, c'est quelqu'un qui l'a fait avec ses mains, qui a passé beaucoup de temps. Donc du coup, dans ta tête, tu es d'accord de dépenser plus d'argent parce que tu sais que c'est un humain comme toi qui l'a fait. Ça te dérange moins. Et c'est la même chose avec le personal branding. Si tu incarnes ton service ou ton bien via ta personne, c'est beaucoup plus facile de plus se faire respecter et de faire valoir vraiment ses prix. Et c'est là que je me vois dans un an, c'est vraiment avoir incarné cet esprit-là. Et du coup, c'est quoi? C'est un service où tu suis des entrepreneurs journaliers et tu as des bureaux, tu as des trucs. Comment tu imagines ce service-là? Je les imagine me contacter en me disant voilà, Benoît, j'ai besoin de 20 vidéos pour les 2 prochains mois. Faut qu'on se fixe 1 ou 2 dates de tournage et puis on shoot tout ça en batch, comme on dit. Et puis après, à fond le montage, quoi. Donc c'est ça que moi j'aimerais vraiment faire plus de volume dans ce type de vidéo. Dans ce type-là. J'en fais quelques-unes, par exemple j'en ai fait pour les politiciens lors de campagne. Voilà, ça c'était assez cool. Mais voilà, étant donné que c'était pour un événement précis, pour une élection, ils n'en avaient pas besoin toute l'année. Je comprends. C'est vraiment là tu chercherais un contrat un peu annuel avec des personnes. Bon, pas forcément sur la durée, mais surtout vendre des packages de vidéos. Parce que les gens, tu as besoin de volume. Pour te faire connaître, tu as besoin de volume. C'est sûr. C'est pas... Alors, tu mets une vidéo, tes views, elles vont faire comme ça, mais ça va redescendre tout aussi sec. Alors que là, j'en ai eu ce matin, elle a percé. Exactement. 110 000. Waouh, 110 000. 110 000. Incroyable. Sur LinkedIn, sur quoi? Sur TikTok. Purée. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. En vrai, je capitalise jamais parce que c'est vraiment un truc, tu vois, podcast. Mais ce matin, là, je le réveille, 110 000 vues. Incroyable. Puis il y a mon invité c'était une wingfoileuse. Il a dû me dit, j'ai tous mes potes qui ont vu la vidéo. Je savais pas que tu l'avais posté. Puis incroyable. 110 000 vues. J'aimerais bien revenir dans un an et te dire que j'en ai une qui a eu autant de vues. Ça serait cool. Ouais. Ce serait incroyable, ouais. Et puis, du coup, là, dans un an, personal branding. Et dans 5 ans?
Dans 5 ans, je veux vraiment que le mot vidéo soit associé à Ben Weasel Film, en tout cas sur Genève. Okay. Ça, c'est vraiment mon but. Mais je sais que pour ça, il faut que je commence mes campagnes marketing. Et ça, c'est un truc que je dis, ça fait au moins 2 ans que je dis que je veux faire de la pub. J'ai boosté une fois une vidéo juste pour tester comme ça. Okay. Mais franchement, je suis persuadé de pouvoir y arriver parce que il suffit entre guillemets, je fais quelques bonnes vidéos publicitaires accrocheuses, je mets de l'argent là-dessus, je mets du budget sur Meta, et c'est certain que je vais avoir beaucoup plus de clients et que je vais réussir. Ouais. Totalement, ouais. Vraiment, totalement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? D'arriver à cet objectif dans 5 ans. Non, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, félicitations pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. D'avoir doublé le chiffre toute l'année, c'est assez fou. Moi, je profite de l'occasion pour te remercier de ta flexibilité pour mon site internet qui a été créé par ta société. C'est vrai, oui. Et qui a été vraiment fait de gauche à droite de machin, alors qu'à la base, tu proposais des trucs relativement template mais personnalisés, alors que là, on a pris différents styles qu'on a mis ensemble. Donc, merci je te remercie pour ça. Ouais, c'est cool. En tout cas, je vois que ça fonctionne. Ouais. Comment il est servi. Exactement. Tu vois, c'est toujours un plaisir de voir que le site fonctionne, qu'une fois que c'est livré, il vit. Ouais. Et tant mieux qu'il vive. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui pour ce podcast. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!